Bonjour à tous et merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui sont déjà là, on vient de lancer le webinaire. Donc, vous êtes bien sur le webinaire Authentification multifacteur, 5 idées reçues qui freinent encore votre sécurité, animé par moi-même, Alice Chavannes, Éric Dubois et Arthur Thomé aussi, que vous voyez à l'écran. On se présentera par la suite. Mais en tout cas, vous êtes bien au bon endroit. On va attendre quelques minutes avant de commencer, donc j'espère que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. Normalement, vous voyez également une slide sur votre écran qui annonce justement le webinaire et nos noms. Donc, tout est normalement bon. Sur vos écrans, pour pouvoir nous parler pendant le webinaire, si vous le souhaitez, vous avez un onglet questions et réponses. Donc, vous pourrez poser vos questions si vous en avez. Et on y répondra le long du webinaire ou alors à la session aussi. À la fin du webinaire, on va garder du temps pour prendre toutes vos questions et y répondre. Si besoin, pendant le webinaire aussi, vous avez accès à l'onglet conversation. Donc, vous pouvez d'ores et déjà l'utiliser. Je vais l'utiliser pour vous adresser à tous un bonjour. Donc, n'hésitez pas également à l'utiliser si vous le souhaitez. On a quelques personnes qui continuent de se connecter, c'est super. Si vous le souhaitez... Ah, bonjour Sébastien, je vois qu'il a répondu. Bonjour à Bonjour Olivier. tous. Bonjour, bonjour. Si vous le souhaitez aussi pour vous amuser pendant le webinaire, vous avez un onglet Réagir qui vous permet d'envoyer des pouces, des cœurs, des clap-claps. Donc, n'hésitez pas également à l'utiliser si vous le souhaitez. Ah. Je pense qu'on commencera à 11h03, comme ça on fera un petit tour de présentation de notre côté et après le webinaire commencera au réel, je pense vers 11h05, le temps de se présenter. Hop là. La session va durer 1 heure approximativement. Donc, on avait prévu la session de 11h à midi. Si besoin et que vous avez encore des questions suite à ce webinaire, bon, bien entendu, vous pourrez nous contacter. Et si vous le souhaitez également, on pourra rester un peu plus à l'issue du webinaire. Si vous avez des questions et que vous êtes prêt à rester quelques minutes de plus, on pourra aussi au cas où. Donc, pas de pression au niveau du timing. Bonjour, bonjour. C'est bien, c'est super. Il y a du monde qui arrive, ça fait plaisir. Allez. Et je vais refaire le speech une dernière fois et puis on commence. Donc, bonjour à tous et à ceux qui viennent d'arriver. Merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Vous êtes bien sur le webinaire consacré à l'authentification multifacteur, donc ce qu'on va appeler entre nous la MFA. Donc, vous nous entendrez aussi utiliser ce terme. C'est Multifactorial Factor Authentification, donc authentification multifacteur. Et donc, le webinaire tournera autour de 5 idées reçues qui freinent encore votre sécurité. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est pour ça aussi qu'on a voulu faire ce webinaire, c'est qu'on voit de plus en plus d'attaques chez nos clients, dans le monde aussi de manière générale. Et donc, ce qu'on souhaitait faire, c'est vous y sensibiliser, excusez-moi, et aussi vous accompagner pour y pallier au mieux, et notamment aujourd'hui avec des solutions qui pour nous fonctionnent et qui sont le plus adéquates, notamment la MFA, l'authentification multifacteur. À savoir qu'en cybersécurité, il y a plein d'autres solutions, toutes sont plus ou moins de bons résultats en fonction de ce que vous adressez, donc tout est utile. Mais aujourd'hui, nous, ce qui nous paraissait le plus important et le plus simple, en tout cas, à mettre en place de prime abord, c'est la MFA. Donc, je vais me présenter rapidement, puis je passerai ensuite la main à mes collègues. Donc, moi, c'est Alice Chavannes, chef de produit chez Cohesio depuis maintenant 5 ans. Donc, je suis là pour travailler sur ces offres, vous en parler et trouver ce qui répond le mieux à vos besoins chaque jour. Je vais passer la main à Arthur pour qu'il se présente. Bonjour, donc Arthur Thomé, moi je suis administrateur système et réseau et avant-vente pour Cohesio depuis 8 ans. Et, je passe Bonjour, la et main à donc Eric. pour conclure le tour de table, Éric Dubois, donc je suis responsable du bureau d'études, donc ce qui contient en fait la partie avant-vente, chefferie de projet et accompagnement de nos clients dans le cycle de vie qui nous relie chez Cohesio depuis 10 ans. Super, merci à vous.
Côté pratique, je leur dis une dernière fois, la session, elle va durer environ 1 heure. Il y aura un temps de questions et réponses à la fin. Bien entendu, vous avez aussi l'accès à l'onglet questions et réponses qui doit s'afficher à votre écran si vous voulez l'utiliser pour poser des questions. On essaiera d'y répondre durant le webinaire si possible. Sinon, en tout cas, on les garde pour la fin et on ne les oubliera pas. Et sinon, vous avez également la possibilité d'utiliser l'onglet conversation si vous souhaitez seulement discuter avec nous et l'onglet réagir si jamais vous avez envie de réagir à ce qu'on dit avec des cœurs, avec des clap-clap, avec des pouces. En tout cas, c'est libre. Je vous propose qu'on commence en attendant vraiment que les dernières personnes arrivent, d'abord par vous parler de Cohesio. Donc vraiment avant d'entrer dans le vif du sujet, juste un petit mot sur nous pour ceux et ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc Cohesio, bon, c'est le leader français des services numériques, surtout pour les TPE, PME, collectivités locales. Je vous montre les chiffres, je ne vais pas les redire, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'on est 4500 laborateurs, 200 agences, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est vraiment un acteur de proximité. On essaye de pouvoir être répartis tout autour de la France, pour être accessible et répondre à vos besoins le plus rapidement. L'idée aussi de ça, de faire partie du groupe de Cohesio, c'est d'avoir aussi les moyens d'un grand groupe et donc de rester un acteur de proximité. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye d'accomplir. Pour parler de nos expertises rapidement, donc nos forces, il faut savoir qu'on a des offres qui sont intégrées autour de 5 domaines d'expertise que vous voyez à l'écran: l'impression, l'informatique, le cyber, télécom, logiciel les logiciels de gestion EGED et audiovisuel et multimédia. Aujourd'hui, on est plus sur le domaine informatique et cyber, donc je rappelle, avec la MFA. Ici, l'idée de vous montrer cette expertise, c'est que nos clients, aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'ils aient un interlocuteur qui est unique pour des solutions complètes, fiables et durables. Et donc, la MFA s'inscrit totalement là-dedans pour nous, puisque on essaie de vous apporter cette expertise et d'être toujours votre interlocuteur unique pour vous faciliter la vie au quotidien. Pour ce webinaire, donc voici le déroulé rapidement. On commence par une introduction qui sera plus ou moins rapide. Pourquoi la MFA est devenue indispensable aujourd'hui? Donc on va revenir déjà sur qu'est-ce que la MFA, pourquoi on en parle aujourd'hui. Et ensuite, on va dérouler les 5 idées reçues qu'on entend le plus souvent chez nos clients et nos prospects qui nous paraissaient intéressantes d'aborder. Donc la première, j'ai déjà la MFA Microsoft 365, je n'ai pas besoin d'une autre solution. C'est trop coûteux, ça ne vaut pas le coup. Mes utilisateurs n'ont pas de téléphone pro, je ne peux pas mettre en place la MFA. Si je perds mon téléphone, je suis bloqué. Et enfin, ça va faire perdre du temps à mes utilisateurs. On terminera aussi, on aura une démonstration en direct de la solution qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui et on conclura. Et bien entendu, comme je vous le disais au début, on aura un temps de questions et réponses. Tout au long aussi de ce webinaire, enfin tout au long surtout au début, on va vous poser quelques questions pour rendre ça un peu plus vivant. Donc on compte sur vous aussi pour y répondre. Allez, c'est parti. Donc commençons par le commencement. De quoi parle-t-on quand on dit MFA, authentification multifacteur? La bonne nouvelle pour la compréhension, c'est que la MFA, vous l'utilisez déjà tous les jours sans forcément l'appeler comme ça. Si je prends l'exemple de votre application bancaire, donc normalement tout le monde a une banque, tout le monde a une application bancaire, vous saisissez un mot de passe, puis vous validez sur votre téléphone quand vous avez un besoin, quand vous devez acheter quelque chose, vous allez recevoir une notification, un code ou alors votre empreinte que vous allez utiliser. Pourquoi votre banque aujourd'hui, elle vous impose ça? Parce que vous accédez à quelque chose de sensible qui est votre argent. Et la MFA, dans une entreprise, c'est exactement la même logique. Vous avez vos outils et vos données qui vont correspondre à votre banque. Et ensuite, donc l'argent qui est sur votre, le comparatif avec l'argent, ça va être tout ce qui est email, fichier, accès client. Donc, ce que vous cherchez à protéger, c'est pas votre argent, mais c'est tous ces accès sensibles et ces données sensibles que normalement vous allez chercher donc à protéger. Ce qu'on dit aujourd'hui, et donc on le voit à travers l'exemple de la banque, c'est que un mot de passe aujourd'hui seul, ça suffit plus à protéger tout ça. C'est pas aussi sûr que ce qu'on le voudrait malheureusement, notamment parce que les hackers sont de plus en plus capés pour aller chercher des mots de passe, et aussi parce que l'IA existe. Et donc la MFA, elle vient sécuriser cet accès, comme la banque au final le fait avec votre compte. Concrètement, pour savoir comment fonctionne la MFA, il faut se dire qu'il faut combiner en général 2 facteurs d'identité ce qu'on dit de nature différente. Il en existe aujourd'hui 3 grandes familles. Donc la première famille, c'est ce que je sais, mon mot de passe ou un code PIN. La deuxième, c'est ce que je possède, donc smartphone, que j'ai là par exemple avec moi, une clé physique, une clé USB, une badge,
carte à puce, etc. Et le troisième, qui est ce que je suis. Donc ça va être mon empreinte, une reconnaissance faciale, donc c'est vraiment la personne que je suis. L'idée aussi, elle est simple, hein, c'est même si quelqu'un vole le premier facteur, donc par exemple votre mot de passe, il lui manque toujours le deuxième, donc soit le smartphone, soit la reconnaissance faciale. Et c'est ça qui fait aujourd'hui toute la différence avec la MFA et fait que c'est d'autant plus sécurisé. Maintenant, ce que vous pouvez me poser comme question et qui est totalement légitime, c'est pourquoi est-ce qu'un mot de passe, ça ne suffit plus? Parce que en fait, dans la vraie vie, les mots de passe, ils sont de plus en plus fragiles, comme je disais, de par l'actualité autour de l'IA, mais parce que aussi les hackers sont de plus en plus capés pour pouvoir, les trouver et les utiliser. Nous, ce qu'on voit souvent et on a voulu vous le communiquer, ce qu'on voit souvent lors d'audits ou quand on va chez nos clients, c'est qu'il y a différentes pratiques qui ne sont pas forcément très bonnes, qu'on repère, donc que vous voyez à l'écran. Donc la première, le mot de passe, souvent contient le nom de la société, de l'année ou quelque chose de connu. Donc ça, il faut se dire que c'est les premières combinaisons qui vont être testées par les outils de piratage automatisés. Ça va aller chercher plein d'informations sur internet et ils vont essayer toutes les combinaisons qui sont qui sont les plus logiques. Ensuite, on va avoir le cas où on a le même mot de passe pro et perso. Et donc ça, s'il y a une fuite sur un site quelconque côté personnel, ils vont récupérer le mot de passe qui pourra être ensuite retesté pour le côté professionnel, puisque bien souvent, on a le même mot de passe. Ensuite, qui existe encore, c'est les mots de passe sur post-it ou dans les fichiers Excel. Donc souvent, bien souvent, ils sont intitulés mots de passe. Donc là, il n'y a aucun chiffrement, aucune protection. Si quelqu'un récupère le poste, il récupère tous vos mots de passe. On a l'envoi d'identifiants aussi par messagerie, donc Teams, email, etc. Donc pareil, ça, c'est pas du tout sécurisé, ça reste stocké dans l'historique des serveurs et du coup, on peut y accéder facilement. Et ensuite, un des points qu'on voit et qui n'a pas évolué ces 30 dernières années, donc pour vous dire à quel point pour nous c'est alarmant, c'est les identifiants d'usine qui n'ont jamais été changés. Donc on va avoir admin, 1, 2, 3, 4, password. Et donc ça, même aujourd'hui, quand on nous demande de mettre par exemple des mots de passe plus sécurisés avec plus de caractères, une majuscule, des caractères particuliers, bien souvent les gens ce qu'ils font, c'est ils mettent un P majuscule à password avec 3 points d'exclamation et ça passe. Et ça, malheureusement, c'est la porte ouverte la plus simple pour les attaquants. Pour aller et vous donner quelques statistiques en plus, si jamais il y en a qui aiment bien les stats, il faut se dire que tout ça, c'est vraiment pas des cas isolés. Donc nous, on le voit, mais c'est aussi vu de manière mondiale ou nationale. C'est qu'aujourd'hui, 46%, donc la stat, vous la voyez, des entreprises voient au moins aujourd'hui un mot de passe craqué lors d'un test d'intrusion. Donc on a des hackers qu'on dit gentils qui vont venir tester votre infrastructure et qui vont venir voir comment un hacker pourrait potentiellement rentrer chez vous. Donc dans ces cas-là, on appelle ça un test d'intrusion. Et c'est là où justement, on voit qu'il y a 46% des entreprises qui ont un mot de passe qui est craqué assez facilement. Et ça, il faut se dire que c'est un chiffre qui a doublé en un an. Donc, on parle de plus en plus de cybersécurité, on a de plus en plus de choses qui sont mises en place, et pourtant, ce n'est pas suffisant. Donc, c'est quelque chose pour nous qui est vraiment important à adresser. Et ensuite, on a une autre stat qu'on a trouvé intéressante, c'était 49% des collaborateurs qui réutilisent les mêmes identifiants sur plusieurs outils. Et souvent, ça crée une réaction en chaîne en cas de fuite. Et d'un côté, on peut comprendre aussi que, il y a besoin de plus que c'est normal, on va dire, que tout le monde utilise enfin tout le monde non plus, mais que de nombreuses personnes réutilisent les mêmes mots de passe, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait se souvenir de différents mots de passe à chaque fois et ça, malheureusement, le cerveau humain, il est pas fait pour tout se rappeler dans le détail. Avant de passer au gestionnaire mot de passe, on va vous en parler aussi, je voulais d'abord vous présenter donc ce tableau que vous pouvez retrouver très facilement en ligne. Il y a plusieurs entreprises, plusieurs sources qui peuvent vous le donner. En tout cas, nous, on s'est basé sur celui-ci qui est une étude de Hive System qui mesure le temps nécessaire pour casser un mot de passe avec du matériel qu'on dit grand public. Donc là, si je prends l'exemple, un mot qui va être court et simple, en vrai, il va être cassé en quelques secondes aujourd'hui, même parfois instantanément avec les outils qu'on a. Alors que si on va en bas à droite, vous voyez que avec une grande longueur, de la complexité, etc., là, pour l'instant, ça met bien longtemps. Pour l'instant, en tout cas, c'est avec la puissance de calcul qu'on a. Peut-être que dans le futur, on aura une force de calcul qui augmentera encore, ça changera. Mais aujourd'hui, voilà, les bonnes pratiques, c'est d'avoir des nombres, des caractères spécifiques et d'avoir de nombreux caractères. On en revient au sujet que je vous disais tout à l'heure. C'est super si on fait ça, si on a un mot de passe différent à chaque fois, mais il faut réussir à s'en souvenir. Et donc, c'est là qu'arrivent les gestionnaires de mots de passe.
Donc, le gestionnaire de mot de passe, il répond à ce besoin que je viens de dire, c'est qu'il centralise, il va retenir votre place. Bon, c'est super, mais la vraie question au final à se poser derrière, c'est comment on va sécuriser ce coffre-fort lui-même. Parce qu'aujourd'hui, du coup, forcément, les hackers, ils ont bien compris comment ça fonctionnait. Et donc, les attaques, elles visent plus spécifiquement les machines, mais elles vont viser ce qu'on appelle les identités au travers de vos gestionnaires de mots de passe. Donc, si on va pirater votre compte, ce qu'on va essayer d'aller viser, forcément, c'est ce qui contient tous vos autres mots de passe, donc le gestionnaire de mots de passe. Donc, bien souvent aussi, au-delà même des mots de passe pour des comptes, ce qui se fait de plus en plus, c'est qu'on va aussi sauvegarder dans ces gestionnaires d'autres types d'accès. Donc, par exemple, tout ce qui est banque, compte, application Trictric, il y en a même qui font aussi les cartes d'identité. Donc, il faut se dire que vraiment, s'il fallait protéger quelque chose dans une entreprise et que vous avez un gestionnaire de mot de passe, c'est ce gestionnaire de mot de passe, il faut y mettre de la MFA. Il faut se dire que, donc, aussi, qui aggrave encore ce tableau, malheureusement, et la cybersécurité, c'est pas forcément fun dans ce sens-là, c'est qu'il y a beaucoup de côtés un peu rassurants, on va dire ça comme ça. Donc, il faut se dire qu'il y a encore 3 autres facteurs qui, malheureusement, font qu'un gestionnaire de mot de passe aujourd'hui, c'est plus suffisant. C'est qu'un poste, il peut être compromis. Même protégé avec un coffre-fort, un poste infecté, il laisse fuiter les accès. Ensuite, on a les fuites de données qui existent toujours. Donc, si le mot de passe que vous utilisez a fuité quelque part, on peut aller le récupérer en ligne et accéder au mot de passe. Et ensuite, l'erreur humaine, tout simplement, communiquer le mot de passe par SMS ou téléphone. Et donc ça, c'est quelque chose qui se fait encore beaucoup et qui se fait de plus en plus, encore une fois, grâce à l'IA, avec des appels, par exemple, ou qui imitent des voix ou des appels vidéo qui imitent des personnes. Et ça devient assez tendance chez les hackers, donc à bien faire attention à ne jamais communiquer ces identifiants. Maintenant, si en une phrase, on essaie de récapituler ce que j'ai dit, le problème, c'est plus les mots de passe, c'est l'identité numérique. Le gestionnaire, il va gérer vos accès, la MFA, elle protège votre identité. Les deux travaillent ensemble, ce ne sont pas des alternatives. Bien souvent, on veut un gestionnaire de mots de passe, plus de la MFA, et ça, c'est l'idéal. Ils sont complémentaires. J'ai fini pour l'introduction. Avant d'aller dans le vif du sujet des idées reçues, on voudrait également vous poser une question. Pensez-vous aujourd'hui que c'est suffisant d'avoir juste un mot de passe complexe ou un gestionnaire de mots de passe? Vous allez avoir à l'écran donc la question qui s'affiche. On vous laisse répondre. Vous mettez oui ou non. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à répondre, si vous voyez des réponses. Je vous laisse y répondre en parallèle. Et donc, j'avance sur la prochaine slide. On rentre enfin dans le vif du sujet. Donc, c'est le moment de la première question, de la première idée reçue, pardon, sûrement la plus fréquente qu'on voit aujourd'hui. J'ai déjà la MFA de Microsoft 365. Pourquoi prendrais-je une autre solution? Donc, posons-le clairement aujourd'hui. La nuance, elle est importante. On a la version gratuite de Microsoft 365 et la version payante. Sur la première version, la version qui est gratuite, elle donne bien souvent ce qu'on appelle on va dire un sentiment de sécurité, mais bien souvent, c'est un faux sentiment de sécurité. Pourquoi? Parce que sur cette version gratuite, il n'y a pas de supervision, il n'y a pas de suivi des authentifications. Le contournement est relativement simple. Donc, par exemple, quand vous allez vous connecter, vous avez une option qui s'affiche « Ne plus me demander ». Vous la cochez, ça ne vous demandera plus la MFA et ça n'alertera personne. Donc, voilà, il faut se dire que vraiment, la version gratuite M365, elle est trop facilement contournable et elle n'a vraiment pas de suivi, donc c'est pas ce qu'on recommande. Ensuite, on a la version payante cette fois. Donc, il faut savoir que la version payante de 365, elle suppose que vous avez soit une licence Azure ADP1, soit une licence Business Premium, ou alors une licence Defender. Sans ça, vous êtes sur les fonctionnalités limitées et non pilotables. Donc voilà, il faut se dire que déjà, il y a ces coûts cachés à la version payante 365. Ensuite, ce qu'on voit souvent aussi chez des clients et des prospects, c'est que la licence Azure ADP1, il y a un défaut qui existe chez Microsoft, c'est que une seule licence suffit pour pouvoir mettre la MFA à l'ensemble des utilisateurs. Par contre, ce qui n'est pas communiqué bien souvent, c'est que c'est pas conforme en fait. Et donc ça, si un jour on a Microsoft qui décide de faire un audit de conformité, malheureusement,
Si cette licence Azure ADP1, elle n'est pas déployée sur 100% de vos utilisateurs, dans ce cas, vous serez non conforme et vous risquez une amende. Et ensuite, quelque chose aussi qu'on a vu récemment, c'est que bien souvent, en fait, Microsoft, ils ont conscience de ces faiblesses, on va dire, de ces de ces possibilités. Et donc, ils peuvent très bien décider du jour au lendemain de le changer et de dire que aujourd'hui, c'est pas conforme, on ne l'autorise plus, et du coup, vous allez vous retrouver bloqué du jour au lendemain. Ça, c'est déjà arrivé sur des licences similaires chez 365. Donc voilà, c'est 2 points d'attention qu'on souhaitait aussi communiquer aujourd'hui. Maintenant, si on va sur la partie un peu plus technique, sur pourquoi pour nous la version payante de 365 elle n'est pas suffisante, de 1, c'est qu'il y a peu de flexibilité dans ce qu'on appelle les politiques de sécurité. Donc ce qu'on peut protéger derrière, comment, avec quelle malléabilité. Donc ça, c'est logique dans le sens où 365, en fait, c'est une multitude d'outils, mais ce n'est pas spécifiquement fait pour la MFA. Tandis qu'un véritable outil MFA dédié, il va vraiment aller très loin dans ses politiques de sécurité et dans les possibilités qu'il y a derrière. Ils ont investi dedans. Il faut se dire aussi que par conséquence, puisque un MFA dédié versus 365, ils ne vont pas avoir le même besoin dans les méthodes d'authentification. Donc, là, on va avoir, par exemple, pas de possibilité avec 365 de faire de la MFA sans smartphone. Là où avec un véritable outil MFA, il y a différents moyens et on le verra plus tard. Ensuite, il y a l'intégration qui est beaucoup plus limitée avec 365 sur les applications tierces, mais encore une fois, parce que ce n'est pas un outil dédié. Donc, si vous allez sur des outils vraiment MFA, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de possibilités. Et enfin, le dernier point qui nous paraissait aujourd'hui important, c'est qu'il n'y a pas de portail SSO type répertoire d'applications. Donc là, le portail SSO, c'est un peu comme pour les gestionnaires c'est le même fonctionnement que les gestionnaires de mots de passe, on en reparlera après. Grosso modo, c'est pour aller plus vite, plus facilement. Donc ça, on aura vraiment un moment dédié là-dessus après dans une autre partie. Donc voilà, là ce qu'il faut se dire, c'est qu'avec 365, il faut aller chercher les applications une par une, là où avec le portail SSO vraiment spécifique à LMFA, vous pouvez vous connecter une fois et ça suffira. Donc voilà pour grosso modo la partie 365. Dans les deux cas, Microsoft 365, il faut dire que ce n'est pas un outil MFA dédié, on n'a pas des politiques de sécurité qui sont très avancées, on a des intégrations plus limitées, pas de véritable portail SSO. Donc la vraie question à se poser en fait aujourd'hui, c'est pas Microsoft 365 ou une autre MFA, c'est plutôt est-ce que vous voulez vraiment protéger seulement votre messagerie Microsoft ou alors tout votre système d'information, VPN, application métier, accès distant, avec une vraie politique sécurisée, cohérente et qui convient à tout le monde. Une solution dédiée aujourd'hui, elle vous permet juste d'unifier, elle va vous permettre justement d'unifier tout ça et c'est tout l'intérêt. Je voulais vous rappeler aussi qu'aujourd'hui 90% environ, des clients, ils ont des environnements qu'on dit hybrides et donc qui doivent justement sécuriser avec une vraie MFA puisqu'avec 365, ce ne sera pas possible. On va vous lancer une autre question maintenant et donc je vous l'affiche à l'écran. Utilisez-vous aujourd'hui la MFA aujourd'hui et si oui, laquelle? Parce qu'on est curieux de savoir justement si jusqu'à présent vous utilisez 365 et au final vous dites c'est peut-être pas le bon choix ou est-ce que vous avez potentiellement déjà une autre solution qui est intéressante? Je vous laisse répondre. Normalement, vous avez le pulse qui s'est mis. OK, je vois quand même quelques réponses, merci. N'hésitez pas, on vous laisse encore quelques minutes. Si jamais vous l'avez aussi dans la partie conversation, vous pouvez y avoir accès si vous voulez y répondre plus tard, donc n'hésitez pas. On va maintenant passer à la deuxième idée reçue. Et donc cette fois, je vais passer la main à Eric. Merci Alice. Donc oui, cette idée reçue en fait est une idée en fait qui me parle parce que on entend souvent en fait dès qu'on parle de sécurisation d'environnement la notion en fait de coût. Je pense en fait que il est habituel en fait de se dire systématiquement en fait que quelque solution dont on parle, elle est toujours trop chère aux yeux en fait de l'utilisateur final. Pour autant en fait, ce qui est important en fait de comprendre, c'est ce coût en fait s'oppose à quel risque. Et l'idée en fait que l'on va essayer de développer dans ce chapitre, c'est justement en fait mettre en perspective le coût d'une solution MFA
versus ce que je risque en termes de perte d'exploitation, d'image, etc. On détaillera tous ces éléments-là dans le cadre de ce chapitre, en cas, en fait, justement, de corruption d'une identité de mon entreprise. Pour illustrer un petit peu ce sujet, on a pris en fait deux cas d'école qui malheureusement en fait ont touché des clients à Coesio qui ne disposaient pas de solution MFA et qui ont en fait des points similaires qui sont assez intéressants. Dans ces deux cas, en fait, l'identification de la faille est venue de l'extérieur. Et une des raisons pour lesquelles cette identification est venue de l'extérieur, c'est qu'il n'y a eu aucune corruption du fonctionnement du système d'information du client. C'est-à-dire que pour les utilisateurs internes, l'attaque qui avait lieu était complètement transparente et ils n'avaient aucune possibilité de se rendre compte de ce qui se passait chez eux. C'est donc vraiment les menaces en fait les plus importantes et celles qui pénalisent le plus financièrement souvent les entreprises. On s'est attelé aussi à utiliser, pour illustrer ce contexte, deux typologies en fait d'attaques qui touchent deux systèmes très courants dans les entreprises. Le premier cas d'école, en fait, c'est la messagerie 365, et le deuxième, en fait, c'est les utilisations de VPN. Je vais commencer en fait par décrire ce qui s'est passé dans l'attaque en fait au niveau de l'utilisation de la messagerie. Alors c'est une attaque au président ou comme on l'entend aussi de plus en plus, l'attaque à l'IBAN. Donc c'est tout simplement en fait la prise de contrôle d'une boîte aux lettres, de préférence en fait le comptable ou le président, pour permettre en fait soit d'intercepter une facture et de demander en fait son acquittement sur un nouveau relevé d'identité bancaire, soit en fait tout simplement de demander un virement rapide en mettant un petit peu la pression parce que je suis le PDG de l'entreprise et que forcément c'est urgent et il faut absolument le faire dans l'immédiat parce que j'ai pas le temps en fait d'attendre. Et dans les deux cas en fait, lorsque le virement est fait, le mal est fait comme on peut le dire, puisque la capacité en fait que l'on a à se retourner contre une attaque de ce type-là, pour information, les chiffres que l'on a pu obtenir sont de l'ordre de 12% seulement du sinistre. Donc, c'est quand même des taux de recouvrement très faibles. Ce qui s'est passé ensuite là-dessus, c'est que dès qu'on a eu l'information, pour une raison toute simple, hein, c'est que les factures n'étant pas acquittées, il y a eu des relances en fait, qui ont été émises. Et c'est comme ça en fait, que le client s'est rendu compte du problème. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, on est intervenu pour bloquer évidemment le plus rapidement possible le compte concerné, faire un reset global des mots de passe pour éviter en fait qu'éventuellement, par l'intermédiaire du premier compte usurpé, on ait pu en fait par rebond en récupérer d'autres. Et ensuite, évidemment, on a identifié tous les utilisateurs en fait, qui sont nommés comme étant à risque dans les environnements 365 pour pouvoir en fait, appliquer des règles de sécurisation plus importantes sur ces différents comptes. Et bien évidemment, on a dû donc opérer cela le plus rapidement possible pour éviter en fait, que cela se poursuive. Si on prend le deuxième cas qui est décrit, donc la compromission du VPN. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, le VPN, c'est une solution qui est utilisée très largement au sein des TPE-PME, et pour autant, c'est une solution en fait qui commence à être de plus en plus décriée. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà entendu parler des solutions de niveau de confiance zéro, c'est ce qu'on appelle le ZTNA, hein, Zero Trust Access Network, pour pouvoir justement en fait ne pas se limiter à fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour ouvrir mon canal VPN au niveau de mon entreprise et à partir de ce moment-là avoir accès à l'intégralité du système d'information de mon entreprise. L'idée en fait de cette notion en fait de ZTNA, c'est vraiment de pouvoir appliquer des règles supplémentaires pour dire seulement le nom d'utilisateur et le mot de passe ne suffisent pas pour pouvoir accès à l'intégralité du système d'information d'entreprise, mais mettre en place des critères supplémentaires. Mais bon, ça c'est un autre sujet. En tout état de cause, la problématique reste la même. J'ai donc juste, comme je viens de l'expliquer, un nom d'utilisateur, un mot de passe. Ce client s'est vu corrompre un utilisateur. À partir de là, il a ouvert son canal VPN, avait accès à la totalité du système d'information et a pu commencer à exfiltrer des données. L'alerte a été donnée par la DGSE et on a pu identifier en fait des logs anormaux de connexion, de durée de connexion, d'horaire de connexion. Et donc, même chose, il a fallu en fait dans l'urgence bloquer les comptes pour commencer, bien évidemment, arrêter en fait ce type de VPN, sécuriser la position en fait géographique des accès également. Et puis, évidemment, derrière, faire un audit complet pour s'assurer de quels étaient le ou les utilisateurs qui avaient pu être corrompus.
Un deuxième point en fait similaire dans ces deux exemples, bah, c'est que finalement en fait la problématique de départ, hein, comme l'expliquait Alice depuis le départ, bah, c'est simplement en fait la simplicité d'accès qui se limite en fait à un nom d'utilisateur et un mot de passe. Elle vous a montré en fait avec le tableau que en fonction de la typologie des mots de passe que vous utilisiez, il était très facile de pouvoir les récupérer et assez rapide de pouvoir le faire. Et à partir de ce moment-là, bah, finalement, la porte est ouverte et on peut pratiquement faire tout ce que l'on veut au niveau de votre système d'information ou de votre messagerie. Donc là, finalement, bah, c'est deux cas d'école. Si le client disposait d'une solution de MFA, ils n'auraient pas pu arriver en fait au bout de la démarche pour une raison toute simple, c'est que le deuxième facteur, ce que je possède ou ce que je suis, ne peut pas en fait être récupéré en fait par un tiers. Une fois qu'on a expliqué en fait ces deux cas d'école, si on passe à la slide suivante, euh, c'est intéressant aussi en fait de mettre un petit peu en perspective justement le coût estimatif d'une attaque de ce type-là. Donc là, on s'est appuyé en fait sur une analyse qui a été faite sur l'année 2025 par l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement de la Banque de France, donc qui cible vraiment en fait les entités françaises et qui estime en fait que le coût moyen d'une attaque oscille entre 100 et plusieurs centaines de milliers d'euros et que le coût moyen en fait d'une attaque à l'identité oscille aux alentours de 220 000 euros dans chacune de ces attaques. Un point intéressant, vous n'êtes pas sans savoir en fait qu'il y a un contexte législatif qui évolue et qu'aujourd'hui en fait il va être imposé à toute entreprise de généraliser en fait la facture électronique. La facture électronique en fait va avoir une incidence en fait sur les cas d'attaque que j'ai expliqué dans mon premier cas d'école, l'attaque au président ou à l'IBAN. Bah, c'est que finalement en fait il va y avoir beaucoup de modifications qui vont être opérées en termes de modification de RIB, d'IBAN, de méthode de transfert d'argent, etc. Et donc cet observatoire de la sécurité de la Banque de France estime qu'entre septembre 2026 et septembre 2027, on risque de voir en fait ce type d'attaque tripler. Donc, il est vraiment hyper important d'avoir un gros focus sur ce type de menace. Certes, comme on vient de l'expliquer, en fait, en sécurisant en fait l'accès au compte, en se dotant de solutions de type MFA, mais également en fait en sensibilisant les utilisateurs concernés par ces gestions financières des risques en fait qui vont arriver et donc d'être un petit peu plus critique sur les sollicitations qu'elles pourraient être amenées à recevoir. Une fois qu'on a planté le décor, je me suis amusé en fait à faire un petit calcul de ROI en fait d'une solution MFA. Donc le calcul de ROI, hein, j'ai retrouvé une formule qui me paraît très intéressante et que je vous ai partagée en bas de cette slide. C'est tout simplement en fait le risque de subir une attaque de ce type-là, le coût moyen que cela représente, auquel en fait je vais souscrire le coût tout simplement en fait de l'acquisition d'une solution MFA. Et l'exemple, en fait, est assez significatif puisque je me suis basé, en fait, sur la fourchette basse du coût moyen d'une attaque d'identité. Comme je vous l'expliquais, c'est de 100 à plusieurs centaines de milliers d'euros. Je suis donc parti sur un exemple avec une perte de 100 000 euros. Les instituts en fait, d'analyse estiment qu'on a environ 20% de chances d'être touché par une attaque de ce type-là. Donc, je pondère en fait ce montant de perte au risque que j'ai en fait de subir cette menace. Et je soustrais ensuite tout simplement le coût moyen en fait, d'une solution de MFA, environ 6 euros par mois, que je multiplie en fait, par 12 et pour une entreprise en fait, d'une centaine d'utilisateurs pour avoir des chiffres à peu près ronds. Et on se rend compte que finalement, l'amortissement en fait, de mon offre, je la fais très largement dès la première année, puisque finalement, en fait, l'impact financier que peut représenter une attaque de ce type-là sur une entreprise moyenne, c'est environ 20 000 euros par an ce à quoi j'oppose en fait environ 7 000 euros d'acquisition de la solution. Donc on voit quand même qu'on a un écart entre les deux qui est très significatif et que finalement en fait quand on met en perspective les chiffres, on se rend compte que cette solution ne coûte pas si cher au vu en fait de ce qu'elle nous permet en fait de ce à quoi elle nous permet de se protéger. Si on continue, la slide suivante. Un point également qui est important en fait pour valoriser cette solution de MFA et qui montre surtout la pertinence qu'elle a. C'est qu'aujourd'hui, en fait, beaucoup d'entreprises, face à cette recrudescence de cybermenaces existantes, se retournent en fait vers les sociétés en fait d'assurance pour tout simplement en fait s'assurer face à ce risque et puis essayer de limiter un petit peu la casse le jour où ça nous arrive. Force est de constater que ces cyberassurances, lorsque vous essayez d'en souscrire une,
Elle vous pose en fait un ensemble de questions pour savoir un petit peu le niveau de protection dont vous disposez. Et une des questions qu'elle met en avant, bah, c'est est-ce que vous êtes doté d'une solution de type MFA? Si vous répondez oui, il y a de grandes chances en fait que votre prime se voit réduite. À l'inverse, évidemment, si vous expliquez que vous n'en avez pas, soit en fait cette prime peut être majorée, soit dans le pire des cas, on peut même refuser de vous assurer. Donc c'est aussi en fait une condition d'accès finalement à la capacité de souscrire à une assurance. Ensuite, il y a deux éléments en fait qui sont très importants aussi d'avoir en tête, puisque là on a parlé vraiment en fait de la problématique de menaces et puis j'ai envie de dire de pertes directes que l'on peut subir. Il y a notamment en fait des évolutions législatives au niveau européen qui ont eu lieu. Vous n'êtes pas sans avoir déjà entendu parler de la RGPD. Alors même si on a l'impression en fait que la RGPD en fait c'est quelque chose qui a été beaucoup évoqué en 2018 quand ça a été mis en lumière et instauré, et que maintenant en fait bon, c'est un petit peu tombé aux oubliettes, ben, je me suis amusé en fait à récupérer auprès de la CNIL le montant en fait des amendes qui ont été adressées aux entreprises en 2025. Je vous laisse prendre connaissance en fait du chiffre. Vous pouvez constater en fait que c'est quand même loin d'être anodin et que cette réglementation est bien en vigueur et qu'elle a un impact fort sur les entreprises. Pour information, TPE, enfin les TPE-PME sont beaucoup ciblés en fait par ce type de menaces. Alors évidemment, elles bénéficient en fait d'une procédure en fait simplifiée avec un plafond à 20 000 euros. Enfin, 20 000 euros, je vous laisse imaginer que si vous avez une fuite de données, c'est quand même assez significatif, directement en fait lié à cette amende, mais aussi en fait par rapport aux coûts supplémentaires. Dans les deux exemples en fait que je vous ai présentés, à chaque fois en fait il y avait une nécessité de travail de remédiation qu'il fallait appliquer. Ce travail de remédiation en fait c'est également des coûts qui viennent s'ajouter en fait à la perte frontale d'une attaque de ce type-là. Et bien évidemment, ça a aussi un impact sur l'image de l'entreprise. Vous le savez, s'il y a une fuite de données, on est obligé en fait d'en informer la CNIL et d'en informer également toute personne qui possède les données que vous avez laissées fuiter. Évidemment, en fait, ça ne donne pas une bonne image de l'entreprise et potentiellement, ça peut en fait avoir un impact sur tout simplement en fait votre activité. Si on continue, il y a également maintenant donc une deuxième réglementation qui arrive. Pourquoi cette réglementation arrive? Bah, finalement, le constat qui est fait, c'est que en France, majoritairement, on a une prise de conscience de la nécessité de sécuriser ces environnements informatiques qui n'est pas très élevée. J'en veux pour preuve que, sauf erreur de ma part, on est aux alentours de 7% des investissements en matière de cybersécurité pour les entreprises. Là où en fait on constate au niveau mondial des investissements plutôt proches des 30% au niveau des investissements informatiques. Donc on voit quand même qu'on a un retard en fait assez significatif qu'il est nécessaire de combler. Et donc en fait dans cette réglementation européenne de renforcement en fait de la sécurisation des infrastructures informatiques, il est demandé en fait de se doter de solutions technologiques pour rendre notre système d'information plus résilient, notamment en fait la mise à disposition de solutions de backup immuables, mais aussi tout simplement en fait de mise en place d'authentification multifacteur pour permettre justement de sécuriser l'accès à l'identité. Voilà. Je vais Super. relaisser la parole maintenant à Alice pour continuer sur l'idée reçue numéro 3. Merci Eric. Donc, idée reçue suivante, très opérationnelle cette fois. Mes utilisateurs n'ont pas de téléphone professionnel, donc la MFA, c'est pas possible pour moi. Eh bien, bon, c'est une bonne question, hein. Sachez que c'est pas, c'est faux. Il y a plusieurs solutions. Donc, suivant encore une fois la solution de MFA que vous souhaitez mettre en place, il y a plusieurs modes de connexion qui peuvent y répondre, à choisir selon les profils. Donc, on va avoir celle que vous voyez actuellement à l'écran. Il en existe d'autres suivant les solutions. Je vous ai mis les plus communes. Donc, on les a pareil mis suivant des usages qu'on pense intéressants, encore une fois, à adapter. On peut vous conseiller et vous accompagner pour savoir quel moyen d'authentification mettre pour quel utilisateur. Si on prend un exemple ici sur les profils qu'on va dire plus stratégiques, donc tout ce qui va être direction et administration, on va avoir deux moyens, un avec téléphone et un sans téléphone. Avec le téléphone, c'est celui que vous connaissez normalement, c'est l'OTP sur le smartphone. Vous allez recevoir une demande de validation
emballer c'est peser. Sans téléphone, vous avez ce qu'on appelle les clés USB avec des protocoles spécifiques de sécurité qu'on appelle FIDO et PKI. Je ne vais pas aller dans le détail, mais à savoir que voilà, c'est des moyens de sécurité supplémentaires. Et donc ça, vous avez une clé USB que vous n'avez plus qu'à mettre sur votre ordinateur et ça fait office de second moyen d'identification. Ensuite, de manière générale, et ce qu'on voit le plus pour tous les collaborateurs, hein, c'est ce qu'on déploie le plus, c'est les tokens et OTP smartphone. Donc, encore une fois, la version smartphone est possible. Et sinon, vous avez des petits boîtiers un peu ronds comme ça. Donc, je ne sais pas si vous êtes en train de regarder l'écran avec ma tête, mais voilà, si jamais un peu comme ça. Et il y a un numéro qui s'affiche dessus. Et donc, il vous suffit de rentrer ce numéro. Et donc, ça, le seul risque en soi, c'est de le perdre. Mais sinon, vous avez donc ce petit boîtier qui est disponible. Et ensuite, pour des usages plus spécifiques, donc par exemple, si vous avez des postes ateliers ou des postes qui vont être partagés, on a ce qu'on appelle Gridshare, qu'on vous montrera un peu plus en détail après. Gridshare, c'est une grille d'authentification où vous allez mettre un dessin. Et donc, les chiffres vont changer à chaque fois et votre dessin restera le même, encore une fois, on vous le montre après. Et donc, ça permet directement, sans téléphone et sans application, donc sur le site dédié, de rentrer ce motif. Et donc, ça, il faut juste le connaître de manière générale, mais il n'y a pas besoin que ce soit relié à un utilisateur spécifique. C'est pour ça qu'on trouve que c'est idéal pour tout ce qui va être post-partagé. Donc là, voilà, je vous parle de quelques façons de faire sur la partie usage et méthodologie, donc sans téléphone, il y a quand même pas mal de possibilités. Au-delà de ça, nous, ce qu'on trouve important, c'est qu'une bonne solution MFA, normalement, on propose plusieurs modes de connexion qu'on peut mélanger donc selon les profils. Donc tout ce qu'on a, comme on vous le dit, un tokenless qui est possible. Il y a aussi tout ce qui est avec, enfin tout sans téléphone, c'est possible. Il y a aussi pas mal de méthodologies avec téléphone. Donc voilà, l'important aujourd'hui, c'est de dire, c'est qu'il faut avoir le choix. Il faut pouvoir doser et surtout s'adapter à vous, vos usages au quotidien, à votre entreprise et vos besoins, et tout ça de manière toujours sécurisée. Je vais sur la prochaine idée reçue. J'ai oublié, perdu mon téléphone. Comment je fais? Je vais être bloqué. Pareil, ça c'est assez facile à répondre aujourd'hui. Donc il y a deux moyens d'y répondre. Avec encore une fois une bonne MFA, donc un outil vraiment dédié, on a moyen de mettre des moyens de secours en place. Donc si jamais je perds mon téléphone, on peut activer tout ce qui est clé, code, badge, etc. Donc ça vous fait toujours une deuxième méthode d'authentification au cas où. Sinon, tout simplement, si vous êtes client Cohesio, nous, on peut prendre le relais. Donc vous nous appelez et on peut réinitialiser votre moyen d'authentification. Donc, personne ne reste à la porte, personne n'est bloqué, quoi qu'il arrive. Ça, vraiment, c'est une fausse idée reçue qu'on se fait assez facilement, mais on a vraiment des moyens d'y répondre, pareil, de manière très simple et efficace. Je vais repasser la parole à Eric maintenant pour la dernière idée reçue de ce webinaire. Ça va faire perdre du temps à mes utilisateurs. En effet, c'est vrai que comme on le dit tout le temps, et je vous mentirais si je prétendais le contraire, la sécurité d'un environnement implique obligatoirement des contraintes. C'est un constat en fait qu'on peut faire de manière assez simple. Pour autant, ce qui est important en fait quand on met en place une solution de MFA, ce qui est important en fait de prendre en considération, c'est finalement pourquoi je mets en place cette solution de MFA et comment en fait je vais pouvoir l'adapter. C'est ce qu'évoquait tout à l'heure Alice sur la typologie en fait de solutions qu'on pourrait utiliser pour justement en fait couvrir ce deuxième facteur. Comment je vais pouvoir adapter en fait cette mise en place de MFA aux usages de mes utilisateurs. Première question évidemment à se poser, c'est qui est-ce que je dois protéger? Est-ce que je dois protéger l'intégralité de mes applications? Est-ce que je dois protéger l'intégralité de mes utilisateurs? Et en fonction en fait de ces questions-là, j'aurai aussi la possibilité de me dire, une fois en fait que mes utilisateurs se seront connectés et en fonction de leur localisation géographique, est-ce qu'il serait nécessaire à chaque accès à cette application de redemander une authentification? Pour ceux qui disposent déjà d'une solution en fait de ce type-là ou qui l'ont déjà vu, vous vous êtes sans doute aperçu qu'il était possible de stocker en fait en cache, comme on peut le faire d'ailleurs sur son ordinateur Microsoft. Hein. Quand vous vous connectez le matin sur votre session Windows, tant que votre poste ne se verrouille pas, on vous demandera jamais en fait de vous authentifier et vous garderez en fait vos identités en fait actives et il vous permettra en fait d'accéder à toutes les applications qui sont présentes sur ce poste. Là en fait au niveau du fonctionnement du MFA, on va retrouver cette même logique. Bien évidemment, en fonction de la criticité des applications, c'est pour ça que par exemple on mentionne
les applications métiers ou la partie comptabilité ou ce genre de choses, on peut demander en fait à chaque accès à l'application de redemander l'authentification en fait multifacteur. C'est vraiment en fait un choix par rapport en fait encore une fois à la menace à laquelle on doit faire face. La deuxième chose ensuite, c'est quelle politique de sécurité je vais appliquer. Est-ce que, comme je viens de l'expliquer, hein, c'est systématique? Est-ce que je ne l'applique qu'aux accès externes pour répondre justement aux problématiques de nomadisme des utilisateurs et donc potentiellement de vol d'un PC? Parce qu'on sait que malheureusement, beaucoup d'utilisateurs enregistrent leur mot de passe dans le navigateur web, par exemple. Quand on fait ça, s'il n'y a pas un deuxième facteur, forcément, dès que mon PC il est récupéré, c'est fini, c'est la porte ouverte à pratiquement tout. Enfin, la dernière chose à laquelle il est important en fait de répondre, c'est est-ce que tous les utilisateurs sont concernés en fait par cela ou seulement certains? Et on peut citer par exemple des chaînes de production où les utilisateurs ont finalement accès à uniquement des postes qui vont gérer en fait une chaîne de production. Est-ce qu'il est utile en fait sur ces équipements-là d'activer la solution MFA ou pas? Donc là, ça nous permettra vraiment en fait de pouvoir différencier en fait les différentes populations de l'entreprise et les différentes euh, typologie d'accès. Maintenant, pour tempérer un petit peu quand même l'impact que l'authentification multifacteur peut avoir en termes de perte de temps, comme on l'évoque, il est important en fait de valoriser la notion de portail SSO dont a parlé Alice en introduction. Euh, le portail SSO, si je devais essayer un petit peu de le vulgariser, pardon, je le mettrais en fait un petit peu au même niveau qu'un gestionnaire de mot de passe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que finalement, à partir du moment où je me suis connecté en utilisant ma méthodologie MFA à ce portail d'application qui va me permettre en fait donc SSO hein, pour ceux qui ne connaissent pas cet acronyme, ça veut dire Single Sign-On, c'est-à-dire en fait je m'authentifie une seule fois et ensuite j'ai accès à tout ce qui va être présenté comme étant disponible dans ce portail. Autre valeur ajoutée que cela peut proposer, c'est que, comme l'évoquait encore une fois Alice tout à l'heure, euh, je ne suis pas obligé, et je suis d'ailleurs fortement encouragé à utiliser des mots de passe différents pour chacune des applications auxquelles je vais avoir besoin d'accéder pour des questions en fait de limitation en fait des rebonds à partir du moment où j'ai un mot de passe qui a été craqué. C'est totalement transparent dans un portail SSO puisque comme son nom l'indique, mon authentification initiale qui m'a permis d'accéder à ce portail va me donner accès en fait à l'intégralité des applications qui sont derrière. Donc, si je me fais un petit calcul rapide, j'aurais tendance à vous dire que bon an, mal an, entre le temps que j'ai perdu au départ à ouvrir en fait ma session ou mon environnement avec cette authentification multifacteur, je le gagne largement après en accédant en fait à l'intégralité des applications qui me sont rendues disponibles par ce portail de manière en fait totalement transparente puisque je n'ai même plus d'authentification à mettre en place. Et je pense que je vais passer la main maintenant à Arthur pour qu'il puisse vous faire une petite démonstration justement du portail en fait, du portail MFA que l'on souhaite vous mettre en avant. Merci Eric. Donc, je vais vous faire une démonstration sur, on va reprendre les deux cas de figure qu'on a eu tout à l'heure, la partie O365 et la partie VPN. Donc, vous visualisez bien tous mon écran. Voilà, je suis sur un environnement de test. Je veux me connecter à mon compte O365 en navigateur. Donc, comme vous le faites, vous arrivez sur O365, vous renseignez votre adresse mail. Donc là, moi, c'est mon test KMS. Je me connecte et je suis redirigé vers le portail de la solution MFA où là, il me propose mes différentes méthodes d'authentification. Dans mon cas de figure, vous en visualisez plusieurs, c'est pour pouvoir vous faire la démonstration et vous montrer les deux les plus parlants, donc ce qu'on appelle le mobile pass, donc ça c'est l'OTP sur le smartphone, et comme l'évoquait tout à l'heure Alice, le grid sûr, qui est donc du coup le motif de grille. C'est pour l'exemple. Si vous n'en avez qu'un seul, vous êtes directement envoyé vers la solution correspondante qui vous est autorisée. Donc si je prends le mobile pass, donc le classique, vous avez l'OTP. Donc là, je prends mon téléphone et je reçois une notification me disant « Voulez vous connecter ?» que j'approuve. Donc, je l'approuve et ça va me connecter. Pour vous montrer, effectivement, je ne peux pas vous montrer
Voilà, je vous montre à l'écran, voilà le type de notification que je reçois sur mon téléphone avec une géolocalisation, le compte et j'approuve ou je refuse. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on reçoit avec la version Mobile Pass. Donc après, je suis renvoyé sur Microsoft et j'arrive sur mon compte Office 365 sur lequel je retrouve toutes mes applications. Je peux aller sur ma boîte mail, je peux aller sur Word, je peux aller sur Excel. Là, ça dépendra de votre licence que vous disposez au niveau de Office 365. La version Gridshare, donc on en parle beaucoup parce que ça remplit la fonction de ne plus avoir de téléphone. Pour vous expliquer un peu plus le fonctionnement du Gridshare, le Gridshare, c'est ça. À la première activation, vous allez avoir une grille et tout le monde a peut-être déjà vu historiquement sur les smartphones, on pouvait avec notre doigt faire un dessin pour déverrouiller le téléphone. Les écrans d'ordinateur n'étant pas tactiles, vous n'allez pas le faire avec le doigt, mais vous allez le faire en sélectionnant des caractères sur la première grille. Donc là, dans mon cas de figure, j'ai fait une sorte de L, donc le 9, le M, le W, le J, le 7. C'est ce symbole-là que j'ai choisi. Quand je vais m'authentifier, la grille, elle, va être différente et je devrais sélectionner les lettres et les chiffres correspondant à la forme du symbole que j'avais choisi. Donc, dans mon cas de figure, si je me reconnecte, je vais choisir le Gridshare et je vais renseigner donc le Gridshare. Je me retrouve avec donc une nouvelle grille différente et je dois renseigner les symboles ou les lettres correspondant à mon petit dessin que j'ai choisi à la première authentification. Je me connecte et je suis renvoyé directement sur mon compte Office 365. De la même façon, c'est la solution pour effectivement, comme le disait Alice, les postes en partage d'ateliers, la solution pour que tout le monde n'ait pas de mobile ou de ne pas avoir des tokens physiques qui peuvent être éventuellement perdus. Ça, c'est pour la partie Office 365. Pour la partie VPN, donc, je vais vous montrer sur une machine de rebond. Donc nous, c'est un VPN de WatchGuard, mais ça fonctionne avec Fortinet, Sophos, les grandes marques de... Voilà, c'est des protocoles connus. Donc je vais me connecter en VPN, simplement. Donc je n'ai pas d'identifiant à renseigner. Au moment où je me connecte, ça me renvoie vers ma page d'identifiant, sur lequel, donc, comme pour O365, je renseigne mon compte. Je me connecte, donc on voit bien le... Alors, c'est que on peut customiser pour avoir le nom de l'entreprise et je retrouve toujours mes deux méthodes, le Mobile Pass ou le Gridshare. Je vais reprendre le Gridshare et je vais rentrer mon symbole. Y0. Et après, le VPN va se connecter. Donc, il me dit bien, je suis autorisé. Après, voilà, on laisse le VPN tourner et il va se connecter, donc du coup, à votre réseau avec les autorisations que vous avez au niveau de votre RSI, l'accès à vos serveurs, l'accès, voilà. On voit bien que mon petit VPN, il est vert et il me dit qu'il est connecté. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie VPN. L'autre point dont a parlé Alice et Eric, c'est le portail SSO. Donc le portail SSO, je vais vous le montrer là. C'est pareil. Donc c'est toujours c'est en lien avec Thales. Là, il va se connecter automatiquement parce que je suis déjà connecté à Office 365 et vous arrivez sur ce type de portail sur lequel on visualise les différents types d'authentification dont on est autorisé à utiliser et on voit les applications. Donc là, c'est les applications que j'ai mis en favori, mais vous avez un portail d'applications où là, voilà, vous avez celle en favori et on peut en ajouter d'autres. On peut rajouter, ça dépend Canva ou des choses comme ça. On pourrait rajouter d'autres. Donc vous vous connectez une fois à votre portail d'authentification et après vous n'avez plus qu'à venir cliquer sur l'application et ça va vous ouvrir. Donc par exemple, l'exemple intéressant tout à l'heure qui était le gestionnaire de mots de passe dont parlait Alice. Là en l'occurrence c'est Keeper. Vous le sécurisez avec de la MFA. Une fois que je suis sécurisé et que je suis connecté avec ma MFA, j'accède à mon gestionnaire de mots de passe. Ça répond, et là j'ai vu dans les discussions tout à l'heure une question qui parlait des extensions web, sont aussi très pratiques pour remplacer les téléphones pro. Oui, mais il faut sécuriser votre extension web. Keeper a une extension web, mais si vous ne mettez pas de MFA sur votre coffre-fort de mots de passe,
bah du coup, vous donnez accès au coffre-fort qui, lui, détient les OTP de connexion à la MFA. Donc, du coup, vous déplacez le problème ailleurs. Si vous sécurisez une première fois avec un portail SSO, après, vous accédez à votre portail gestionnaire de mots de passe et après, vous accédez à toutes vos applications. Voilà. Je redonne la main à Alice. Super, merci Arthur. Donc, on arrive enfin à la conclusion. Donc, juste pour faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu. Donc, on a vu 5 idées reçues. L'authentification multifacteur Microsoft 365 ne suffit-elle pas, pardon. Donc, non pour la version gratuite. La version payante qui est très limitée, donc à prendre avec des pincettes, on ne vous la recommande pas. L'authentification multifacteur, c'est trop coûteux. Donc, on a vu avec Eric que quelques euros par utilisateur par mois, face à tous les coûts, plus les risques, les assurances, etc., qui a coûté, c'est pas tant que ça. Si les utilisateurs, ils n'ont pas de smartphone, on a plusieurs moyens, token physique, des clés FIDO, des cartes à puce, d'authentification qu'on vient de voir. Si je perds mon téléphone, on peut avoir un moyen de secours, ou alors vous pouvez nous appeler pour réinitialiser. Et enfin, l'authentification multifacteur fait-elle perdre du temps? Au contraire, justement, on voit qu'avec, par exemple, la SSO, vous rentabilisez ce temps, puisqu'en quelques secondes, vous avez accès à toutes vos applications. Donc voilà, grosso modo, pour conclure sur ce webinaire. Avant de partir et pour vous remercier aussi d'avoir participé de votre présence aujourd'hui, ce qu'on voulait vous proposer, c'est d'avoir une offre de démarrage donc, sur la MFA Thales. Vous pourrez bénéficier de 3 mois offerts en scannant le QR code en bas à droite de votre écran. Donc on vous offrira les 3 premiers mois de votre licence MFA Thales si vous vous engagez sur 3 ans. Et l'offre, elle est valable jusqu'au 31 août 2026. Donc si vous scannez ce QR code, vous allez tomber sur un Forms qui vous demandera du coup vos coordonnées qu'on puisse vous recontacter. On va vous demander aussi, mais en non obligatoire, le nombre d'utilisateurs et les méthodes d'authentification qui pourraient vous intéresser. Tout ça pour pouvoir ensuite revenir vers vous et vous renseigner au mieux en fonction de vous, votre écosystème informatique et de votre écosystème du quotidien de votre entreprise. Donc, merci à tous d'avoir participé aujourd'hui. On va pouvoir passer sur les questions et réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Donc, dans l'onglet Q&R, on va y répondre. Je vais vous remettre quand même le form si jamais vous souhaitez l'utiliser en attendant pendant les questions et réponses. Sinon, Solène vous a mis également dans la conversation le lien pour répondre, si jamais vous n'avez pas moyen de scanner le QR code. C'est le moment des questions, donc allez-y, on est là pour y répondre. Si vous en avez. Après, peut-être que tout est clair, et quoi qu'il arrive, si vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas à nous solliciter, et on pourra vous répondre aussi dans le temps, bien entendu. Pour l'instant, je ne vois pas de questions, donc c'est qu'on a été clair. N'hésitez pas à réagir si vous voulez nous dire que tout va bien, vous avez réussi à suivre ce webinaire, si vous avez apprécié. On a dû être très clair, c'est parfait. Ah, merci, je vois des petits pouces, des applaudissements. Merci à vous, ça fait plaisir. Bah, écoutez, alors moi je vais rester connectée encore quelques minutes, mais si jamais, en tout cas pour les autres, vous êtes libre de partir si jamais vous souhaitez. Il y a une vaquer à vos question. Oui. Il y a une question. Est-ce que le grid sûr, c'est en option? Alors non, sur la partie Thales, en fait, ce qui est intéressant en fait dans cette offre, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe qu'une seule et unique licence qui couvre en fait tout le scope de ce qui a été présenté, à l'exception bien évidemment de l'acquisition de périphériques physiques supplémentaires, où là évidemment il faut s'acquitter du coût en fait de cette solution. Mais tout ce qui va se limiter en fait à des approches logicielles et de paramétrage en fait est nativement inclus dans la solution. Et je rajouterai en complément que dans mon exemple, il y avait du grid sûr et de l'OTP. Ce n'est pas 2 licences. Vous avez toujours qu'une seule licence et vous avez même le droit à actif 2 méthodes ou 3 méthodes d'authentification si vous le voulez. Et merci à tous et bonne journée, parce que je vois que beaucoup nous souhaitent en fait une bonne fin de journée. Donc à notre tour également de vous remercier pour ça. Merci à vous. Merci à tous et passez une bonne journée. Bonne journée tout le monde. Merci. Au revoir.